Que retenir du 15e sommet de la francophonie tenu il y a quelques jours à Dakar, au Sénégal? On en parle avec Patrick Kanga, il est analyste politique. Bienvenue. Merci Floride. La présentation vous va? Vous avez quelque chose à rajouter? Mais non, mais parce que je fais aussi partie d'une famille politique, il est toujours mieux de faire mention de cela lorsque vous présentez quelqu'un, pour que la présentation puisse être complète. Voilà, vous faites partie du parti présidentiel. Du PPRD. Voilà, PPRD. Alors, on va faire le point avec vous sur ce sommet, le 15e, tenu à Dakar, je l'ai dit. Alors, il y a une chose qui ne met toujours pas tout le monde d'accord, hein, quand on parle de francophonie, même ici en République démocratique du Congo, avec même la question que nous avons posée, que nous avons postée sur Internet. Les internautes pensent que c'est uniquement la fête autour de la langue française, la promotion de la langue française essentiellement. Êtes-vous d'accord avec ceux qui disent cela? Ou quel argument de valeur donnez-vous à ceux qui pensent que c'est seulement la langue française et que les autres questions concernant l'économie, le droit de l'homme et tout ça, la démocratie, la gouvernance mondiale, ce n'est vraiment pas ça l'objectif de la France? Non, ce n'est pas l'objectif de la France, c'est l'objectif de la francophonie. Ce n'est pas ça l'objectif de la francophonie. La francophonie est une organisation internationale qui a des aspirations. C'est vrai que les appréhensions des personnes de manière assez... s'il faut qu'on ait des appréhensions assez vulgaires, l'on peut se limiter à penser que la francophonie n'est que la fête de la langue française. Mais depuis un temps, et surtout depuis l'avènement du secrétaire général qui vient de faire ses adieux à la francophonie, le président Abdou Diouf, nous avons senti une certaine implication de l'organisation dans des domaines qui vont au-delà de la langue française, des aspects culturels. Et nous saluons que, à l'issue du 15e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Dakar, il y ait eu un forum économique de la francophonie. Nous remarquerons que là, la francophonie... D'ailleurs, l'un des aspects traités, l'une des questions traitées lors du 14e sommet, oui. L'une des questions traitées lors du 14e sommet tenu à Kinshasa, nous voyons là que la francophonie est en train de se muer ou de s'actualiser en phase avec les besoins de l'heure. Parce qu'il n'est pas normal qu'une organisation qui a en son sein autant de pays et autant de pays qui ont des potentialités en termes de ressources naturelles, notamment la République démocratique du Congo, ne puisse s'atteler qu'à des échanges qui se limiteraient à des aspects culturels. Il était temps que l'organisation de la francophonie puisse aussi intégrer des pesanteurs économiques, des pesanteurs de développement durable, des pesanteurs d'écologie dans son fonctionnement. Et nous remarquons que là, il y a une forte évolution, une diversité maintenant qui se perpètre au niveau de l'organisation de la francophonie. Mais c'est bien de le dire, hein, au-delà de la langue française partagée dans l'espace, par les pays qui forment cette francophonie. Vous avez parlé des questions économiques, politiques, culturelles et tout, mais ça ne se sent pas. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait par exemple se poser la question de savoir, le chef de l'État ou la République démocratique du Congo a géré la présidence de l'organisation pendant 2 ans, mais les retombées ou l'incidence que cela a sur les politiques africaines, on ne sent rien. On a toujours l'impression que vraiment que c'est la langue. Bon, c'est vrai que c'est une démarche qui est en train de s'initier. La République démocratique du Congo avait un mandat qui lui avait été assigné et ne pouvait pas aller au-delà du mandat qui lui a été assigné. C'est sur base du mandat assigné à la République démocratique du Congo que s'était inscrit la présidence du président Joseph Kabila. Et maintenant, ce n'est pas tout de suite que nous allons ressentir cette nouvelle donne au niveau de l'organisation de la francophonie, parce que c'est une donne assez récente. Parce que la francophonie d'antan se limiter de manière traditionnelle à véhiculer les valeurs de la culture francophone, de la culture française, de la langue française. Et nous nous limitions à l'époque souvent qu'à ces aspects-là. Maintenant, il y a une volonté de tous les membres des pays francophones d'aller de l'avant, d'intégrer des donnes économiques, des donnes politiques pour favoriser, pour aussi créer un espace d'échange entre les pays francophones. Et j'ai même vu dans l'allocution du président Hollande qu'il a dit qu'il n'était pas une mauvaise chose
qu'il puisse être créé, même au niveau de la francophonie, de nouvelles institutions financières de développement. Donc vous voyez là, nous allons dans des dimensions autres que ce qu'était l'EIF d'antan. Donc aujourd'hui, par exemple, s'il faut faire un tableau comparatif, on prend l'ONU. Vous avez au sein de l'ONU, il y a je sais pas moi, des missions de paix dans le monde. En Côte d'Ivoire, on a vu ça, en République démocratique du Congo avec la MONUSCO, et on ressent directement l'incidence de cette organisation dans les pays africains. Mais aujourd'hui, si vous vous étiez posé la question de savoir, par exemple, aujourd'hui, l'Afrique, depuis la naissance ou la création de l'OIF, qu'est-ce que l'Afrique a pu bénéficier au-delà des valeurs culturelles qu'est le français? Que diriez-vous? Mais écoutez, moi je ne viens pas ici pour faire l'avocat de l'OIF, mais on est en train de décortiquer ce qui s'est passé lors du 15e sommet. Il y a beaucoup de choses. S'il faut parler des aspects de développement, des aspects économiques, des aspects d'éducation, de transfert de technologie, c'est vrai que nous aurons beaucoup de difficultés à décrire exactement les apports de manière concrète de ce que a apporté l'EIF aux pays africains. Mais nous pouvons aussi soulever que grâce à la francophonie, grâce à l'EIF, nous avons pu résoudre quelques problèmes grâce au lobbying que dont nous pouvons bénéficier dans l'espace francophone. Oui. Nous avons bénéficié? J'ai dit sur certains aspects. Comme quoi? Non, mais lorsque nous avions connu le problème, lorsque nous avions été agressés par les M23, oui. J'espère que l'espace francophone a été l'un des vecteurs qui a permis de faire un lobbying sur la vulgarisation et la défense des problèmes qui se passaient au niveau de l'Est de la RDC. Donc, à ce niveau-là, on peut quand même relever qu'il y a aussi des aspects positifs au sein de l'OIF. Alors, quelle est votre appréciation, votre lecture par rapport à la nomination de la Canadienne Michael à la tête du secrétariat général aujourd'hui de la francophonie? Je crois que pratiquement l'Afrique a perdu ce poste, hein, parce que l'Afrique est partie vraiment de façon dispersée. Mais la difficulté, c'est que l'Afrique, souvent, lorsqu'il s'agit des enjeux internationaux, ne fait pas montre d'une certaine homogénéité au niveau de sa position. Et l'Europe... Déjà, on a vu le président de la République soutenir la candidature particulièrement de l'Afrique centrale, avec l'ambassadeur du Congo-Brazzaville. Monsieur Henri Lopez. Oui. Mais je crois que c'est derrière nous. Il y a maintenant un secrétaire général de l'OIF qui, de surcroît, a des origines africaines, qui est élu. Nous espérons que le nouveau secrétaire général, Madame Michel Jean, va s'inscrire dans la politique initiée par le président Abdou Diouf pour que la francophonie ne puisse pas perdre l'élan dans lequel il s'est inscrit. Mais apparemment, les thématiques abordées lors de ce sommet, il y en a quelques analystes politiques qui décrivent les thématiques abordées. Lors du 14e sommet, c'était les enjeux économiques. 15e sommet, on parle des femmes et de la jeunesse, mais des recommandations faites, mais il n'y a vraiment pas de suivi. Ce n'est pas le même avis que vous? Bon, je pense que c'est au niveau du secrétariat de faire en sorte que les orientations prises lors des sommets puissent être appliquées. Et il en va de la gestion même du secrétariat de la francophonie. Alors, je vais d'abord rappeler quelques titres de l'actualité avant de revenir à vous. Le programme DDR, l'évacuation des éléments FDLR ainsi que le dossier M23 ont fait l'objet d'un échange ce jeudi entre les structures de la société civile et le mécanisme national de suivi. Cet échange a entre autres permis à la société civile de s'informer sur la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et puis le réseau des organisations de la société civile reste préoccupé sur le budget de l'État. Elle a procédé à la sensibilisation de la population sur cette question au moyen d'un support radiophonique. Une bande de 3 brigands est tombée dans le filet de la police après plusieurs forfaits. Ces bandits qui s'emploient à la intoxication des voies au préjudice des paisibles taximens ont été présentés à la presse par la police nationale congolaise. Ouverture ce jeudi du congrès de l'Institut national de recherche scientifique, pathologie émergente et réémergente de l'origine infectieuse et non infectieuse
C'est le sujet débattu au cours de ces travaux à l'occasion du 30e anniversaire de ce laboratoire national. Alors, autre question, francophonie, France-Afrique, il y a des gens qui disent que c'est pareil. Votre point de vue? Francophonie, c'est également la France-Afrique. Mais je pense que lorsque il y a des fois des discours qui tendent à rappeler la France-Afrique de triste mémoire, il y a une impression dans le collectif que ce serait synonyme. Mais dans le fonctionnement, ce n'est pas le cas. L'EIF est une organisation internationale qui regroupe en son sein plusieurs États. La France-Afrique était plus une rencontre qui se tenait la France et ses anciennes colonies africaines. Donc nous ne pouvons pas de manière traditionnelle établir un lien clair entre la France-Afrique et l'EIF. Alors vous êtes du parti présidentiel, le PPRD, vous l'avez dit. Quelle est la lecture que vous avez faite du discours du chef de l'État français, François Hollande, à l'occasion de ce sommet? Écoutez, moi, je me suis plus attelé, premièrement, à écouter le discours du président de la République démocratique du Congo, qui a été un très bon discours, et de se faire relayer même par quelques propos par Madame Michel Jean, lorsqu'elle dit qu'on ne remplace pas le secrétaire général Abdou Diouf, mais on le succède. Mais je crois que le président Hollande a soulevé des principes auxquels la République démocratique du Congo a adhéré volontairement. Apparemment, ça et volontairement dérangé, hein. Et non par injonction. Parce que la démocratie, lorsqu'on se dit foncièrement démocrate, la démocratie ne se vit pas par la demi-mesure. La démocratie se vit pleinement. Et lorsqu'on parle de la pleine démocratie, on ne peut pas censurer la réflexion. On ne peut pas censurer la pensée. Alors, dès l'instant où l'on censure la pensée, dès l'instant où on veut censurer la réflexion, nous ne sommes pas là dans une démocratie. Mais la démocratie, c'est aussi la souveraineté. C'est aussi des principes de non-ingérence. C'est aussi ça, la démocratie. La démocratie, c'est tellement des principes... Ça a été une ingérence? Non, je fais que énumérer. Oui. La démocratie, c'est tellement des principes qui vont avec. Vous savez, dernièrement, nous suivons le président Sarkozy, qui maintenant est président du principal parti de l'opposition, l'UMP, qui disait seule l'opposition française et le peuple français sont à même de critiquer le gouvernement français. Aucun de leurs partenaires n'a ce droit, hormis le peuple et l'opposition. Ce que dit le président Sarkozy pour la France est valable pour le Congo. Seul le peuple congolais et l'opposition congolaise est à même de critiquer le gouvernement congolais. S'il y a un débat de vue, de position, de point de vue, c'est normal, parce que c'est cela la démocratie, la diversité, la pluralité de vues. Empêcher qu'il y ait cette pluralité de vues n'est pas de la bonne démocratie. Oui, il a appelé les chefs d'État. N'est pas faire appel. Moi, j'aime la culture française. Avant d'être francophone, je suis francophile. Nous remarquons que des fois, le président français est des fois mis en difficulté, même dans son propre gouvernement, que certains ministres de son gouvernement désapprouvent ce qu'il dit, que certains membres de son parti désapprouvent ce qu'il dit. Donc c'est dire que nous ne sommes pas en démocratie devant l'unanimisme de la pensée. Il n'y a pas de pensée unique qui ait prééminence sur l'autre. La démocratie, c'est la pluralité de vues, c'est la discussion, c'est les échanges. Les échanges peuvent être vifs, les échanges peuvent avoir un caractère brutal, mais cette brutalité ne se résume qu'au niveau de la pensée et non au niveau des actes. Parce que il aurait fallu que nous ayons en République démocratique du Congo un président à moins de 10% de sondage, avec des ministres qui reprouvent sa manière d'agir, avec des membres qui reprouvent son action. Très vite, vous auriez eu des pays à l'étranger pour dire que vous êtes illégitime. Mais nous, on ne le dit pas pour d'autres présidents, parce que
Il en va. Il y a un rapport de force. Il en va. Je ne vais pas le dire par rapport à la France. Il en va de leur droit interne.